Alors, mesdames, messieurs, sans plus tarder, j'accueille la troisième conférencière de cette matinée, Madame Christiane Fioupou, qui est professeure au département d'anglais de l'Université Toulouse 2 et professeure émérite, donc comme on disait, en jubilation, oui. Et qui nous parle aujourd'hui de danse et trance dans le théâtre nigérian. Voilà. Bienvenue. Merci. Alors, bonjour, merci beaucoup. Alors, je suis quand même... je participe à ce colloque depuis le début. J'ai pratiquement assisté à tout. Et je suis étonnée et donc contente de parler ce matin parce que je trouve, on parle de Africana, mais on parle surtout de l'Afrique francophone. On a parlé aussi des lusophones et je me rends compte que finalement, l'Afrique de langue anglaise est très peu représentée, due à la colonisation, l'Empire britannique qui a donné le Nigeria. Donc, j'ai écouté avec grand intérêt tout ce qui a été dit ce matin et rien que les deux communications, je pourrais même pendant 40 minutes évoquer aussi ma réaction par rapport à ceux dont vous avez parlé ce matin parce que ça m'intéresse. Et l'auteur dont je vais parler aujourd'hui, en fait, parce que ma communication, bien sûr, a changé de titre, elle est beaucoup plus limitée. Donc, cette communication qui était danse et trance dans le théâtre nigérian est devenue danse et trance dans le théâtre de Wole Soyinka, mais avec un sous-titre danse macabre, la transe du caméléon et les délires de l'Egungun. Alors, mon approche sera littéraire, puisque je suis littéraire, et pas sociologique, ni philosophique. Mais je vais vous parler donc d'un auteur qui, je crois, est méconnu chez les francophones, même s'il est traduit en français, Wole Soyinka, qui, malgré son prix Nobel de littérature, premier Africain à avoir eu le prix Nobel de littérature en 1986, d'ailleurs, il est allé voir, il est allé voir Césaire et il lui a dit « C'est toi qui aurais dû avoir le prix, je te le donne ». Donc, beaucoup de Soyinka n'étaient pas toujours d'accord avec Senghor. On connaît le tigre, on en a un peu trop parlé, le tigre ne proclame pas sa tigritude, il bondit sur sa proie et la mange. Donc, je crois que Soyinka est un homme d'action et je pense qu'il y a bien sûr sa formation qui est très importante. Donc, je vais vous parler en fait de quelques pièces, parce qu'il a écrit une vingtaine de pièces de théâtre, et j'aurais pu utiliser chaque pièce pour vous parler de danse, parce que la danse est intégrée, on la trouve soit dans des métaphores, soit dans la mise en scène, soit dans des danses. Il y a des danses partout chez Wole Soyinka. Et je vais essayer de vous parler de quelques pièces simplement. Alors, d'abord, Wole Soyinka est encore en vie. Il est né en 1934 et à Abeokuta, au Nigeria, en pays Yoruba. Pour ceux qui s'intéressent à la danse et à la musique, je vous signale que c'est le cousin de Fela Kuti, musicien, saxophoniste, et qu'ils ont été tous les deux élevés dans la même culture. Le père de Fela était l'instituteur de Soyinka. Famille de notables lettrés qui connaissaient le Yoruba comme l'anglais, qui lisaient la Bible en Yoruba et en anglais, puisque la famille de Fela aussi était très chrétienne. Et les deux se sont retournés aussi après, plus tard, ont été dans une ambiance de religion traditionnelle avec le grand-père et donc ont ces doubles cultures qu'ils n'ont pas eu besoin de proclamer puisqu'ils ne les ont jamais perdues.
hein. Et je crois que c'est ça qui va faire peut-être la différence avec certains francophones où on a voulu faire des petits Français, des Africains des petits Français, alors que les Nigérians, on voulait en faire des sujets techniciens de sa gracieuse majesté. Voilà. Donc, pour revenir à Soyinka, il est en Angleterre, il fait des études à Ibadan, et il va en Angleterre pendant quelques années, et en 1959, il retourne au Nigeria. Alors, il est vrai qu'il connaît bien déjà les traditions de son pays, mais il a une bourse de recherche pour faire des études sur les rituels, les danses et le théâtre en Afrique de l'Ouest. Donc, il part au Ghana, il fait le tour du Ghana et du Nigeria. Et on sait qu'au Nigeria et chez les Yoruba, il y a une très longue tradition de danse, de musique, de mimes sacrés, profanes, des troupes qui se produisent. Alors, des célébrations très festives, ça, il ne faut pas l'oublier, hein. Le théâtre de Soyinka est aussi très festif, même s'il est satirique. Des masques ancestraux, que ce soit sacrés, profanes, apidan, alarinjo, masque et gungun, depuis des siècles, et un théâtre itinérant traditionnel qui s'appelle le Yoruba Traveling Theatre, sur lequel pas mal d'ouvrages ont été écrits, qui sont, et on disait que dans les années 80, il y avait 150 troupes professionnelles de ce théâtre itinérant, où il y avait par exemple 40 danseurs, 40 musiciens, et qui faisaient le tour du Nigeria. Tout ça a été un peu perdu maintenant à cause de la vidéo. Donc ces troupes itinérantes ont disparu. Mais on va voir l'importance justement de ces changements sociaux, puisque je vais parler sur 50 ans en fait, hein. Donc tout ceci, pour Soyinka, faisait partie de sa matrice esthétique. Hein, et il avait cette matrice esthétique Yoruba et bien d'autres choses encore. Alors, la situation politique. En 1960, lorsque Soyinka rentre au Nigeria pour faire ses recherches, il se rend compte, comme toujours, comme beaucoup, que les Britanniques ont laissé une situation peu propice au changement escompté. Il y a des manipulations dans les élections, surtout recensement, disparité entre régions, violence. Et Soyinka écrit, je cite, « Je me suis rendu compte que mes camarades d'autrefois n'avaient qu'une idée en tête, rentrer vite au pays pour chausser les bottes des colons et pour se réserver une part du gâteau de l'indépendance. Et, dit-il, depuis ce temps-là, j'ai écrit La danse de la forêt et je pense que je n'ai fait qu'écrire ou qu'exprimer la danse macabre, en français dans le texte, la danse macabre de cette jungle politique qui est la nôtre. » Donc, ceci va être mon fil directeur. Je vais parler de la danse de la forêt 1960, la route 1965, très rapidement La mort et l'écuyer du roi 1973 et Requiem pour un futurologue 1985. C'est-à-dire depuis 50 ans et je ferai des petites remarques sur la situation politique à mesure que j'avancerai. Alors, donc, Soyinka, comme je l'ai dit, a écrit La danse de la forêt, où, dès le début, le père de la forêt a organisé, donc c'est une pièce écrite pour les fêtes de l'indépendance, hein, et cette pièce a été très mal reçue par les gens qui étaient en train de... Bien sûr, Soyinka était content de l'indépendance, mais il voyait très bien les enjeux qui étaient derrière et les non-dits. Donc, ces personnages sont des hommes, des dieux, des vivants, des morts, des personnages allégoriques et mythiques,
Et en fait, tous ces êtres sont dans la forêt pour le rassemblement des tribus, qui est en fait une métaphore des fêtes de l'indépendance du Nigeria. Alors la première scène s'ouvre sur une clairière et on voit le sol, une tête de femme qui sort du sol. Elle est pleine de poussière, bien sûr, et à mesure que son corps sort de la terre, on se rend compte qu'elle est enceinte, très enceinte d'ailleurs, puisqu'il y a plusieurs siècles qu'elle erre, et en fait, en cette figure de cette femme qui est la morte, elle a été annoncée comme la morte, elle sort de la terre, et en elle-même, elle possède en fait ce que Soyinka définit comme les phases de l'existence, les vivants, les morts et ceux qui sont à naître, qui va être à la base finalement à la fois de toute cette pensée yoruba, mais aussi que l'on va retrouver dans les autres pièces de théâtre. Donc cette femme et son mari, habillés en guerriers d'un autre temps, sa tête sort ensuite, et ils sont là, perdus, et ils disent « Nous voulons quelqu'un pour plaider notre cause ». Et bien sûr, on les rejette, ils sont laids, ils sont sales, ils sont vieux, et personne ne veut s'occuper d'eux. Et Aroni, celui qui aide le père de la forêt, nous a dit que, en fait, tous les habitants de la forêt, que ce soit des hommes, des animaux ou des dieux, sont choqués parce que ce qu'ils avaient demandé, ce n'était pas ça. Ils avaient demandé des ancêtres illustres, Sundiata, l'épopée mandingue, Chaka le Zoulou, et on leur envoie des vieux qui ne sont pas présentables. Donc, cette pièce est une manière pour Soyinka de demander au public de regarder, et aux Africains, contents d'être indépendants, mais de regarder aussi leur passé, pour pouvoir, à partir de ce passé, avoir des bases solides pour construire une véritable transition. Et cette pièce est une pièce de la transition par la danse, par la musique, et par les chants, et par le mime. Donc, en fait, on apprend dans un flashback que, en fait, cet homme, le guerrier, a refusé une guerre à la cour de Mata Caribou quelques siècles auparavant. Il a refusé de se battre pour une guerre injuste, et comme il n'a pas non plus cédé aux avances de la reine l'a vendu à un marchand d'esclaves africain, qui lui-même l'a vendu ensuite à un blanc pour la traite transatlantique. Et avant de le vendre, il a été châtré. La femme, apprenant la vente de son mari, plus le fait qu'elle était enceinte, se suicide. Donc ces deux morts qui sont censés revenir sur Terre comme des ancêtres pour danser chez les vivants, en fait, n'ont pas le statut d'ancêtres parce que ce sont des esprits errants à la recherche d'une base solide. Le guerrier a été vendu, il est loin, et la femme s'est suicidée, donc elle n'a pas accès au statut d'ancêtre et elle n'a plus d'enfant, puisqu'elle s'est suicidée. Donc on retrouve ici cette notion qui est centrale dans les pièces de Soyinka, mais aussi dans toute la pensée yoruba, mais qu'on retrouve dans d'autres endroits de l'Afrique, c'est-à-dire l'egungun, c'est le masque, le revenant, qui met le masque, alors on appelle ça un masque, le masque des ancêtres, masquerade en anglais, et le masque n'est masque des ancêtres que lorsqu'il tourne. Et le masque dans la danse, et plus tard dans la danse, en fait, le porteur de masque humain, au moment où il met le masque et où il danse et où il rentre en transe, où il tourne, en fait, perd son statut d'humain pour devenir en quelque sorte le mort, pour incarner le mort dans la danse. Donc, l'egungun n'existe que lorsque
on a un humain à l'intérieur et l'important, la transition, le passage, c'est le passage entre l'humain et le divin, la vie et la mort. Et l'Egungun qui vient sur Terre, c'est en fait l'histoire, le passé qui revient pour parler à ses enfants sur Terre. Enfin, vous connaissez tous les Egungun qu'on retrouve ensuite dans les candomblés. Alors, je passerai très rapidement, il y a de la danse absolument partout. Ce que je voulais dire ici, c'est que cette femme a un procès, et cet homme a un procès, et à la suite du procès, alors, she comes back unpregnant. J'adore ce texte, à Ouaga on dirait désenceintée, hein. Et elle arrive, et il y a un petit enfant qui en fait est half-child, c'est un enfant inachevé. Donc après des siècles d'errance, cet enfant naît, mais il n'est pas fini, et on a toutes ces forces destructrices qui vont jouer avec lui et qui vont le faire danser. Et nous avons ici des triplés, des figures, c'est une sorte de prémonition. Et alors on a 3 triplés. Le premier, qui est un corps avec des gestes complètement dans tous les sens, qui n'a pas de tête, mais qui arrive à dire « je suis la fin qui justifie les moyens ». Le deuxième triplet, c'est une tête baveuse, sans corps, et qui dit « je suis la grande cause excusant les crimes d'aujourd'hui pour les miracles, pour les mirages de demain ». Et Soyinka dit je crois, ces obscénités, c'est pas Soyinka, c'est le père de la forêt, ces obscénités, ces perversités naissent lorsque l'esprit de domination s'empare des humains et qu'il est assouvi 1000 fois, 100 000 fois. Et le troisième, c'est une espèce de vampire avec des crocs ensanglantés. Je suis la postérité, regardez de quel lait j'ai été nourri. Et donc, à travers cette danse macabre, Soyinka y voit comme une confrontation avec son passé, mais aussi une danse de révélation. Et donc, il présentait au public un procès sans complaisance des hommes et des dieux, des temps passés, présents et à venir, espérant susciter une prise de conscience pour peut-être, comme dit le père de la fête, peut-être un jour un nouveau départ. Et là, on se retrouve dans cette problématique de désindépendance formelle. Hein. Est-ce que vraiment on est en train de devenir indépendant? Et donc, dans cette pièce, on entend très souvent leave the dead some room to dance, laissez aux morts la place de danser. Donc, ce rappel au passé, à l'histoire, doit nourrir le présent pour construire l'avenir. Et donc, cette danse macabre se poursuit. Et en 1960, en 1965, c'est une année extrêmement violente en quelque sorte. Soyinka se fait arrêter. La première fois qu'il va en prison, c'est en 1965. Il y a énormément de violence, et c'est à ce moment-là qu'il écrit la route. Et une année plus tard, ce sera d'ailleurs le premier coup d'État. Donc, la deuxième pièce dont je vais parler, là, c'est The Road. Alors, c'est ma pièce fétiche que j'ai traduite parce que, pour tout vous dire, quand je l'ai lue, je n'ai rien compris. Mais j'ai adoré. Et je me suis dit, pourquoi ai-je aimé une pièce alors que je ne connaissais rien au monde yoruba? Pourquoi ai-je tant aimé cette pièce? La conclusion, j'ai fait une thèse d'état sur la route dans l'œuvre de Soyinka. J'ai traduit la pièce et je pense avoir compris pourquoi j'ai aimé cette pièce. Donc, tout ça pour vous dire que dans la route, il y a une prière yoruba qui dit « May we never walk when the road waits famished ». Puissions-nous ne jamais prendre la route lorsqu'elle cherche qui dévorer. C'est une prière qu'on entend, que j'ai entendue au Nigeria. Parce que la route dévorante, la route des accidents aussi, en 1965,
le Guinness des records, c'était la partie Ibadan-Lagos que Soyinka empruntait tout le temps. Il allait à l'enterrement de ses amis, de ses étudiants, et pour lui, écrire cette pièce était un exercice d'exorcisme sur la violence, mais aussi c'est une méditation sur la mort. Donc je vais essayer de vous dire très rapidement, c'est très dur, il y a trop de choses à dire, pour voir ce que la route représente comme mouvement de la transition. Alors au début de la pièce, et ça devrait intéresser les philosophes, hein, malgré tout, le langage des masques utilisés dans la route peut paraître étrange à certains. Le poème Alagemo inséré en préface devrait permettre d'y apporter quelques éclaircissements. L'Agemo est en bref un culte de la dissolution de la chair. Waouh! La danse est un mouvement de transition. Elle apparaît dans la pièce comme une représentation visible de la mort en suspens, tout comme Murano le muet est une représentation dramatique de cette suspension. Murano matérialise un arrêt du temps ou de la mort, puisque c'est dans sa phase agémo qu'il a été renversé par le camion. L'agémo simple phase comprend le processus de transition de l'essence humaine à l'essence divine, comme dans la fête d'Ogun de la pièce, autant que, etc. Et pour rendre à César ce qui est à César, puisque nous avons notre camarade burkinabé, cette pièce, je l'ai traduite avec Samuel Milogo du Burkina Faso. Donc, quand on lit ça, à l'attention du metteur en scène, puis il y a un poème aussi qui devrait aider. On n'est pas, enfin, ça paraît un peu difficile. Et en fait, cette pièce, c'est la pièce de la transition. Et alors, il y a un poème à l'agémo qui est le masque, le porteur de masque, celui qui porte le masque agémo, qui dit à la fin jamais le scarabée ne trouve place entre les orteils d'agémo. Or, au moment où j'étais en train de travailler là-dessus, j'écoutais une conférence de Vladimir Jankélévitch sur la tentation. Et il disait, on ne classe pas les tentations comme des coléoptères. Et là, j'avais un scarabée qui est un coléoptère, et je me suis dit, on ne classe pas les transitions comme des coléoptères, parce que la transition, justement, c'est ce moment complètement indéfini, cet entre-deux, entre deux états. Et il y a un texte, d'ailleurs, qui vient de traduire en français, de Soyinka, qu'il a écrit il y a 50 ans, ça s'appelle « La quatrième scène », c'est justement sur cet espace de la transition. Alors, pour que vous compreniez, je vais faire que la moitié de ma communication à ce rythme, la route a un dieu, c'est le dieu Ogun. Alors, Ogun, ceux qui travaillent sur le Brésil connaissent, alors ma prononciation est terrible, hein, je ne connais pas les tons. Ogun, c'est, pour Soyinka, la métaphore de son existence. Il nous raconte dans la quatrième scène ou la quatrième étape ou le quatrième espace que Ogun, dans la mythologie Yoruba, est le dieu qui, le premier, a ouvert la route entre le Dieu et les hommes. Et donc, il a traversé l'abîme de la transition. Comment a-t-il fait ? Ogun est le dieu du fer. Avec le fer, il a fait une machette. Il a traversé le chaos primordial grâce à son coupe-coupe. Et grâce à ça, il est arrivé de l'autre côté. Ogun, c'est le premier artisan, c'est le premier artiste, c'est celui qui a dansé à travers l'abîme. Et c'est aussi devenu, parce qu'il avait les armes, le dieu de la guerre contre son gré. Mais, et ça c'est important pour comprendre la pièce The Road, Ogun
a été demandé par les hommes. On lui a dit « Viens te battre ». Et un jour, Échou, que vous connaissez aussi, qui est le dieu de la chance et du hasard, celui qui détourne toujours les directions, Ogun lui donne à boire. Échou lui donne à boire. Ogun boit trop et il se met à tuer ses amis et ses ennemis. Effrayé par tout ce carnage, alors il y a plusieurs versions, il rend à la terre ce qu'il avait pris à la terre, c'est-à-dire il met le fer dans la terre et disparaît. Mais, comme c'est le dieu du défi, il dit à ses suivants, c'est pas parce que j'ai trop bu un jour et que j'étais saoul qu'il faut arrêter de boire. Au contraire, le défi, c'est de boire et de se maîtriser. Donc, ce dieu est devenu le dieu de la route, et comme disait Soyinka, pour répondre à un néo-tarzaniste, comme il les appelait, Ogun est le dieu de la technologie de précision des derricks et des fusées spatiales, et non un cul terreux plongé dans les ténèbres de l'ignorance, tremblant de peur dès que passe un oiseau de fer. Donc pour lui, Ogun, c'est le dieu de l'informatique, des ordinateurs, c'est celui, le technicien. Bon. Donc Ogun est le dieu de la route. Et il y a un culte d'Ogun. Lorsque il a tué tous ses amis, ce qui ressort dans les rites qu'on retrouve et qu'on voit dans des films, en fait, au lieu de tuer, on répète ce qui s'est passé, on répète cette erreur d'Ogun, mais en tuant, en sacrifiant un chien. C'est pour ça que si vous allez au Nigeria, côté chez les Yoruba, vous verrez des chiens écrasés sur le bord de la route, parce qu'on pense que si vous écrasez un chien, c'est de la viande qu'on donne à Ogun, qui ne demandera pas de la viande plus chère, c'est-à-dire des accidents d'humains. Donc vous avez toute cette pièce qui est inspirée de tout ça, et ceci à travers l'agémo, cette danse qui est le culte de la dissolution de la chair. Alors, il y a très peu de choses là-dessus. J'ai fait pas mal de recherches à ce propos, et j'ai trouvé que finalement, il y a le masque qui danse, le masque agémo. Alors, agémo et alagémo, c'est celui qui porte le masque, ça peut vouloir dire aussi caméléon. Vous me voyez venir avec ma transe du caméléon. Donc, le caméléon. Alors, il y a des proverbes autour de cet agémo. En fait, c'est une manière de représenter le passage entre la vie et la mort, le moment où on est chair et le moment où on n'est plus rien. C'est-à-dire que pour les agémos, et ce sont des vrais acrobates, il y a beaucoup de danseurs qui passent des années à se former pour devenir des danseurs agémos. C'est-à-dire, certains, ils ont du raffia, comme un masque egungun, et d'autres ont une sorte de natte. Et alors, ils dansent dans une natte très rapidement. Et à un moment, s'il y a un toit ou un arbre, alors que la musique où il est vraiment en train de tourner, les gens sont fixés sur la natte et ils sautent sur un arbre ou ils sautent sur un toit. Et tout d'un coup, la natte s'étale par terre et le corps a disparu. Donc, ce passage entre la vie charnelle et la mort, où il n'y a plus qu'un tas de raffia inanimés. Et donc, c'est tout ce qu'on va retrouver dans cette pièce, avec Cotonou, le chauffeur, qui, lui, ne croit pas à tout ça, ne fait pas partie de ceux qui vont prier Ogun, mais qui, on ne sait pas pourquoi, ne peut plus rouler. Et ils vendent des pièces détachées au bord de la route, parfois avec des accidents, suite à des accidents produits par un fou professeur qui essaye de comprendre la signification de la mort sans en mourir. Pour cela, au début de la pièce, mon Dieu, 10 minutes, je m'en doutais. Donc, au début de la pièce, on a un tireur de vin de palme qui part. En fait, il est muet. Et on se rend compte, dans un flashback, que ce tireur de vin de palme était le danseur
qui faisait partie de la fête du culte, de l'Alagemo. À ce moment-là, Cotonou, avec son camion, arrive sur la route, et comme un chien fou, il y a un masque qui traverse la route. Donc, le chauffeur renverse le masque, effrayé, son compagnon le met à l'arrière de la voiture, et puis, tout d'un coup, il voit que les suivants arrivent. Et il se dit, mais on va se faire lyncher. Donc, Cotonou sort celui qui a été tué, semble-t-il, et il se met à l'intérieur du masque. Et il fait semblant de danser et d'être le danseur. À ce moment-là, lui qui ne croit pas à tout ça, est pris de panique, il danse, et à ce moment-là, il a du sang de son prédécesseur dans les yeux, et il revit en fait l'ivresse d'Ogun à travers cette transe dans le masque. Et plus tard, on le revoit, donc c'est pour ça il ne veut plus conduire. Et pour résumer quelque chose qui est trop long, en fait, pour moi, cette pièce est absolument magnifique parce qu'on peut parler de ce passage entre la vie et la mort avec des concepts, mais pour moi, la danse, la transe, le théâtre, comme disait, et le rituel, comme disait Peter Brook, c'est rendre l'invisible visible. Et donc, là, dans cette pièce, et puis le texte est magnifique, en fait, il me semble que la route, et chez les Yoruba, le monde est un marché, l'autre monde, c'est la maison. Il faudra bien un jour retourner à la maison. Donc, le monde, ici, c'est le marché, l'autre monde, c'est la maison, et entre les deux, il y a la route qui mène de la maison au marché. Et donc, cette route qui est matérialisée par cette route-là, en fait, pour moi, la pièce de théâtre commence au moment où il y a l'horloge de l'église qui sonne, Murano, le muet, parce que, oui, je ne vous ai pas dit, le professeur récupère cet homme dans le masque, pensant connaître ce qu'est la mort à travers cet homme, sauf qu'il est devenu muet. Et donc, il va falloir passer par le masque, la danse, pour rendre l'invisible visible et arriver à percevoir ce qu'on n'arrive pas vraiment à mettre dans une catégorie, ce mouvement de transition, ce passage entre la vie et la mort. Donc, il me reste 5 minutes. Bon. Donc, la fin de la pièce, pour le début de la pièce, cet homme en chair et en os muet se lève. À la fin de la pièce, professeur lui fait remettre le masque et Gungun. Professeur se fait tuer par un gros bras chauffeur de poids lourd qui n'accepte pas le blasphème. Et Murano danse, en fait, il est reparti le moment avait été suspendu, il repart dans la danse et il y a un long chant funèbre et la pièce se termine sur un tas de raffia. Donc pour moi, toute cette pièce qui dure 1h30, c'est en fait une sorte de dilatation de ce passage entre la vie et la mort, entre l'humain et le divin, puisque est-ce qu'on a tué un dieu ou est-ce qu'on a tué un homme? Voilà. Donc ça, c'était la route. Et ensuite, donc je vais très loin, la mort et l'écuyer du roi en 1 minute. Je vois Philippe Birgy qui l'a enseigné ici. Soyinka est venu à Toulouse. Et nous avions enseigné cette magnifique pièce qui fait dire que WS, c'est William Shakespeare et Wole Soyinka. Et tous les Shakespeariens, si vous n'avez pas lu cette pièce, tous ceux qui n'ont pas lu La mort et l'écuyer du roi, c'est une pièce magnifique que j'ai vue 15 fois en anglais, en français, en yoruba, voilà. Et simplement pour vous donner une idée, bon alors c'est une très belle pièce, très poétique,
sur un suicide rituel qui, en fait, c'est une histoire vraie que Soyinka a écrite en sortant de prison, parce qu'il a fait 2 ans et demi en prison en voulant s'interposer entre le gouvernement fédéral et la guerre du Biafra. Donc c'est quelqu'un qui a pris des risques toute sa vie, malgré ce que les mauvaises langues veulent bien dire. J'ai perdu du coup ma... Hein, qu'est-ce que je disais avant ? La mort, oui. Et dans L'Écuyer du roi, le début, c'est la fête, la danse, le mime. L'Écuyer du roi, c'est que le roi vient de mourir. Et c'était une coutume qui existait. Le roi vient de mourir. Quand le roi meurt, on sacrifie le cheval et le chien qui va trouver la route de l'autre monde, vers la maison. Et l'écuyer du roi a eu autant de privilèges que le roi, mais le jour où le roi meurt, il faut qu'il meure. Voilà. Donc c'est l'histoire vraie, hein, ça s'est passé, de cet écuyer du roi qui chante « Non, je n'ai pas peur, je danserai, regardez-moi », alors si je me souviens, c'est pas moi qui l'ai traduite, « Je danserai sur ce chemin, quand le moment viendra, regardez-moi danser sur ce chemin qui s'amenuise, chemin que mes augustes précurseurs ont poli de leurs pieds. » Et ce que je trouve magnifique chez Soyinka, c'est justement dans la métaphore de la danse, il arrive à suggérer d'une manière extrêmement concrète ce passage justement entre la vie et la mort. Et ce que je trouve superbe, c'est la route des ancêtres, qui est complètement intangible, a été polie par les pieds de tous ceux qui ont dansé avant lui. Donc ce polissage de la route, pour moi, c'est une pièce, chaque fois que je la relis, quand je relisais ma thèse, que je disais « Oh non, c'est trop beau », chaque fois que je lis cette pièce, je suis absolument émue par la beauté de la langue. Alors, je vais terminer là-dessus. Il y avait une autre pièce dont je ne parlerai pas. Tout ça pour dire que les 2 pièces dont je vous ai parlé, là, c'est vraiment... sont des pièces très intimes, en quelque sorte, sur la mort, sur qu'est-ce qu'on fait. Cette pièce avait été, La mort et l'écuyer du roi, a été attaquée comme, oui, rite féodal, etc. J'étais à côté du marxiste Biodun Jenifo, il me disait, quand on l'a vu au Nigeria, il me disait... Oh, it's so good. What a pity, it's a reactionary play. Et en fait, je crois que c'est une... Comme il disait, mais attendez, on peut utiliser ça pour essayer d'écarter notre peur de la mort et sans forcément prendre les choses dans leur 2 minutes, dans leur littéralité. Donc, ça, c'était... alors, la transe du caméléon, hein, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le caméléon, souvent la guémo a un caméléon sur la poitrine quand il danse. Et donc, pour moi, la transe du caméléon, c'est le moment où, en dansant, lorsque l'homme n'est ni Dieu, ni vivant, ni mort, en fait, cette transe, cet entre-deux, c'est ce moment indéfinissable, comme indéfinissable lorsque le caméléon change de couleur, en quelque sorte. Donc, c'est toujours essayer de capter par la danse, par la musique, par le chant, cette indéfinissable, intangible. Et je crois que ça fait partie des belles pièces qu'on dit. La route, c'était une pièce mystico-satirique, un pied dans les limbes de la chair en dissolution appelée agémo, et l'autre fortement posé sur la croupe du Nigeria moderne. Vous voyez, quand on traduit, on se souvient de ce qu'on a traduit plus tard, parce qu'on a tellement lutté pour traduire. Et donc, je pense que là, je me suis arrêtée à la danse du caméléon, parce que ces egungun, on va les retrouver, ces danses, d'un point de vue satirique, dans une pièce Requiem sur un futurologue, chez un futurologue, ça c'était pour ma conclusion que je ne ferai pas, c'était en 85, avec, vous savez, au Nigeria, les sectes de tout poil.
les chrétiens, musulmans, et les Ravish Krishna, et les... Bon. Donc, c'est l'histoire de... Enfin, c'est un Godspeak, un futurologue qui, à la télé, devant des millions de gens, prédit l'avenir. Et un jour, son aide se rebelle contre lui, il lui met la main sur la tête, il est censé prédire, et il dit vous êtes mort, frère Godspeak, vous êtes mort. Alors il dit, quoi vous êtes mort le 21 décembre, vous serez arrêté et amené à l'hôpital le 22, vous serez entre la vie et la mort, et le 23, vous serez mort. Or, les gens croient ce qu'ils voient à la télévision, et donc tout le monde arrive et attend pour voir le cadavre. Et toute la pièce, c'est comment prouver qu'on est vivant, alors que tout montre à prouver qu'on est mort. Et c'est là qu'ils utilisent un masque et gungun. Le gars est derrière la fenêtre, le masque arrive, c'est bien sûr un stratagème de celui qui veut sa place. Il se met à tourner, il dit « Ah, hôte de l'autre monde !» Mais non, mais il est très jaloux, c'était Ngungun, il n'aime pas, c'est de la jalousie professionnelle, il ne supporte pas de voir d'autres morts en face de lui. À la fin, il est obligé de dire qu'il est mort, et il est vivant, et son compagnon écrit, signe Nostradamus. Et Soyinka, quand il a eu le prix Nobel, a dit c'est Nostradamus ressuscité en Afrique. Et ma conclusion, malgré tout, c'était à propos de ces dérives, de ces délires et Gungun, puisque Godspeak, Godspeak dit vous vous rendez compte, on fait venir un masque des ancêtres, on joue sur la superstition des gens. Et alors Soyinka se bat depuis toujours contre toutes les religions révélées qui font du prosélytisme, qu'elles soient chrétiennes, que ce soit l'islam. Et alors, la dernière fois que je l'ai vu, c'était à Paris, et il a fait une conférence, d'ailleurs je sais que Julie l'a lu cet article. J'ai eu beaucoup de mal à le traduire, parce que Soyinka, dans ses essais, très difficile à traduire. Ça s'appelle Pouvoir, liberté et terreur. Et il dit que l'humanité doit faire face... Alors, il parle du pouvoir et il se cite lui-même. Le pouvoir est délicieux dans sa réécriture de l'opéra de Katsu. Et là, il parle de la banalité du mal telle qu'elle est. C'était juste après les filles qui avaient été enlevées au Nigeria par Boko Haram. Et là, il dit... et ça va vous rappeler, je reviens à la danse macabre, en fait. Et il dit, le salaire du narcissisme morbide de l'exercice du pouvoir poussé à son point extrême, ou devrais-je dire suprême, demeure le prix convoité par les guerriers autoproclamés d'une nouvelle divinité assoiffée de sang qui a été extraite et dévoyée de la religion de l'islam. Si celui qui vous parle avait mis en scène Aboubacar Sheko, vous lui aurez tout simplement accordé à contre-cœur qu'il avait des talents de satiriste, et pourtant Sheko était réel, meurtrier et ridicule, un clown et pourtant une obscénité humaine. C'est les termes qu'il emploie ici, sont les termes qu'il employait il y a 50 ans. Vous, obscénité, vous, perversité, voilà ce que vous deviendrez. Voilà. Ceux d'entre vous qui l'ont vu en train de narguer l'humanité du Nigeria et du monde après l'enlèvement des lycéennes de Chibok reconnaîtront immédiatement cette évocation de la banalité du pouvoir. Pas indifférent, non, et manifestement en train de se repaître de l'angoisse des parents, des familles et du traumatisme des victimes. Alors c'est là qu'on revient à la danse, faisant des cabrioles. Un peu comme un de ces ballons publicitaires se tortillant comme des pantins que vous avez peut-être vus devant les stations-service américaines, tandis qu'il exultait « Nous avons vos filles, nous allons les vendre comme esclaves et vous ne pouvez rien faire contre ça. » Sheku pensait qu'il tenait le monde entier dans le creux de ses mains, qu'il pouvait serrer suivant son humeur. Sheku, en effet, dans ces moments, représentait bien la totalité solipsiste du pouvoir sous sa forme la plus banale. Et
50 ans plus tard, donc, la danse macabre de cette jungle politique internationale qui est la nôtre. Merci. Non, ça va? Combien j'ai pris? Ça va. 2 minutes de plus. Oh, ça va. 2 minutes. Mesdames, messieurs, des questions. Alors, peut-être qu'on commence comme ça, et puis madame. Oui, madame. Ouais, Lintou? Une question, déjà, c'était pour vous remercier, Christiane. En ayant le récit de voler, ça donne vraiment une force en tant que danseuse chorégraphe afro-descendante de penser une forme plus proche de ce théâtre-là que celui qui nous est amené à vivre ici, quoi. Récemment, j'ai été voir je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a Leonora Miano qui écrit pour des pièces de théâtre, et elle a fait une trilogie qu'elle a appelée Red in Blue. Et la première pièce s'est appelée Révélation. C'est une pièce qu'elle a livrée au metteur en scène Satoshi Yago. Et alors le texte dit ça. Révélation, Red in Blue trilogie, se déroule dans un espace mythologique. Ini, figure de la divinité créatrice de l'univers, doit faire face à une situation inédite, une grève. Les nouveau-nés refusent d'avoir une âme incarnée en leur corps, ce qui est contraire aux lois de l'univers, tant que les ombres des âmes damnées n'auront pas rendu compte de leurs méfaits. Je me demande si à un moment donné, vous n'avez pas évoqué là la genèse de ce qui l'a inspiré, quoi. Oui, il y a tellement de choses qui l'ont inspiré. Je ne sais pas. Non, en fait, ce que je disais, c'est... Ah, c'était elle qui avait été... Ah oui, oui, oui. Bah oui. D'autant plus qu'elle est angliciste, hein, au départ. Oui. Et oui. Et je crois que c'est important aussi parce que je sais, je répète, je répépille, comme on dit chez moi. Par exemple, Sonny Laboutansi, il était professeur d'anglais. Et je pense qu'il a lu les anglophones et je pense que ça l'a un peu débloqué par rapport à certains blocages qu'il y a pu avoir justement par la négritude, par la francophonie, que les anglophones n'ont pas eu de la même manière, parce qu'ils ont toujours, enfin je pense, hein, c'est peut-être un peu généralisé, et on ne va pas faire la comparaison de la colonisation anglaise, française et belge, mais je pense qu'il y a quelque chose quand même. Oui. Alors, peut-être madame d'abord. Oui. En fait, c'est juste... Merci pour votre communication, elle est très passionnante. C'était juste une curiosité. Est-ce que celui-là que vous avez montré, que j'ai imaginé comme qui dansait la danse macabre, c'est Ah ben ce sont des grandes, ce sont des danses, ce sont des feuillages en fait, mais ça peut être du tissu. Alors moi ça marche jamais, donc j'ai rien apporté. Mais si vous cherchez Egungun et alors justement ce qui est intéressant par rapport à l'Egungun, c'est que l'Egungun normalement on ne doit pas voir les parties du corps quand le masque danse, puisqu'il incarne l'ancêtre, mais lui n'est qu'un humain porteur de masque, et donc on ne doit pas voir son corps. Et dans une mise en scène d'un Sénégalais, Talla Ndiaye, que j'avais vu plusieurs fois, on voyait à un moment dans La mort et l'écuyer du roi, en contraste avec les magnifiques danses yoruba, les chants, etc., il y a un bal chez l'administrateur colonial qui veut arrêter les rites barbares et qui fait un bal costumé pour recevoir le prince. Et alors il y avait une mise en scène absolument magnifique parce que la scène commence avec une hutte en raffia. Et puis on entend de la musique, mauvaise musique sur un mauvais électrophone. Et tout d'un coup, la danse, le masque, parce que c'est un masque, se met à danser. Et on se rend compte que c'est l'administrateur colonial et sa femme qui ont organisé un bal masqué et qui sont allés en fait prendre le masque, parce que ce sont des costumes barbares, chez le roi, et en fait ils s'en servent comme costume de bal, un bal costumé, en n'acceptant pas et en ne respectant pas
les autres. Hein. Donc, quand vous me montrez en fait les gungun, souvent ça peut être n'importe quoi en fibre, ça peut être. Mais là, ça a été utilisé pour montrer justement. Alors, les dérives aussi, c'est ce que je voulais dire d'ailleurs, les dérives de l'Igungun, comment on utilise ça, alors qu'au départ, on était dans le sacré, le numéneux, peut-être la transcendance, enfin. Ou tout simplement la beauté de la chose et le plaisir de la danse et la beauté du geste, parce qu'il y a tout ça aussi. Hein. Excusez-moi, c'est une précision à propos de ce que vous venez de dire. Bon, j'ai eu l'occasion, moi, de voir les cérémonies, parce que ce n'est pas seulement du folklore. Ah non, mais j'ai jamais dit que c'était du folklore. Ok. C'est les autres qui l'ont pris. Avant que ça ne passe au théâtre ou la façon dont Wole Soyinka l'a théorisé en théâtre, c'est réellement des rituels, des cérémonies chez les Yoruba. Oui. Donc, l'habillement ou le masque, ça diffère d'une région à une autre. À Oyo, par exemple, à Oyo State. Vous êtes Yoruba? Non, je connais très bien la région. Moi, je suis togolais. Ah bon, alors... C'est quand même la zone. C'est pareil, oui. Voilà. Donc, à Oyo State, quand il y a des jours dans la semaine ou au cours du mois où le masque sort, Egun, il sort, et il y a ses suivants, aussi quelquefois un peu masqués. Alors, personne ne sort à ce moment. Sur toute la rue, quand il passe dans la rue, il tient des chicottes, d'ailleurs. Quand il rencontre quelqu'un qui passe sur le chemin du Dieu, on le chicote pour qu'il cède la voie. Alors ils ont un temple où ils appellent le temple de fer, où il y a un autel avec des figurines en fer, et ils font justement la cérémonie du chien pour expier les accidents ou les morts violentes à venir au cours de la semaine ou du mois. Donc c'est pour seulement apporter un petit témoignage à propos. Maintenant, à côté de Egun, il y a également la cérémonie du Kelede. Ah oui. Ah oui, non, mais c'est ça. En fait, voilà, quand j'ai dit... Donc, en fait, ben oui, il y a tout. J'ai 20 livres sur rien que ces cérémonies. Oui. C'est le raffia. Oui. Chez les Kelede, c'est le raffia avec, je dirais, la présentation d'un certain pouvoir. Des femmes. Voilà. Il y a un livre pour les féministes, Gelede and Female Power, par Droual et Droual. Bon, bref. Merci pour ces précisions. Il y avait une question, dernière question de madame. Je suis désolé, il faut qu'on tienne un peu le temps. Pardon. Merci. C'est juste une remarque. En fait, moi, je suis paradoxalement assez sensible à ce que vous avez dit en filant. Et qui a reçu des formes d'acquiescement, je crois, dans la salle sur la comparaison. C'est vrai qu'il ne faut pas avoir de comparaison hâtive entre les colonisations anglophones, les colonisations francophones et françaises et voir ce qu'elles ont produit. Mais je pense quand même qu'il y a une chose que je trouve assez juste, et je pense que ça va dans le sens que vous dites, et ça vient en plus dans tout le débat actuel sur la francophonie. Et il y a un texte assez magnifique de Mudimbe, dans l'odeur du père, où justement il s'intéresse à la manière dont les institutions en fait briment les individus, et il s'intéresse notamment à l'université et au système scolaire français et à la manière finalement dont à aucun moment on produit des sujets capables de dire je. Et il opère deux distinctions, deux formes de créativité: la créativité par adaptation, c'est-à-dire la créativité qui finalement fait qu'on trouve des solutions à un problème, à un système, simplement pour permettre au système d'être reconduit, donc une créativité finalement qui ne remet rien en cause. Et l'autre type de créativité, en fait, qui est une créativité par déviance. Et à la fin de ce texte, Mudimbe, justement, dit, dans son rapport aux institutions françaises, francophones, qu'il faut pouvoir se rêver en hérétique. Et j'ai l'impression, en fait, quand je vois effectivement, c'est un type d'écriture dans les mondes anglophones, ou même quand je vois comment se fabriquent les institutions ou l'enseignement à l'université dans les mondes anglophones, et pas dans les mondes francophones, mais je parle aussi de la France après tout, c'est qu'on a une manière de fabriquer de l'hérésie, en fait, qui est, pour reprendre le terme de Mudimbe, qui est beaucoup plus puissante, en fait, que ce qui se passe ici. Et ça peut être intéressant, en fait, je trouve, de contester, en tout cas des modèles d'enseignement, à partir peut-être de ces grilles-là, en fait. Mais ça me faisait juste penser à ce texte, et pour vous dire que ce que vous disiez en passant, en fait, moi, je l'affirmerai avec des ah oui, oui. Je suis hyper sensible à ça. En fait. Oui, non, mais parce qu'après, on va me dire que je fais partie d'un localisme étroit, mais je suis quand même étonnée
c'est terrible. Je crois qu'il faudrait que les Africains se traduisent plus entre eux. Quand j'étais en 88, après le Nobel de Soyinka à Lagos, où il y avait tous les écrivains d'Afrique, pratiquement, toutes langues, et moi j'étais entre les anglophones et les francophones, et j'arrêtais pas de traduire entre les uns et les autres. Ah, tu connais pas Diafi, ah, tu connais pas. Et il fallait, et finalement, ils avaient beaucoup de choses à s'apprendre, et je suis désolée. Alors, pour ceux que ça intéresse, donc, il y a quelques mois, Étienne Gall, qui est le grand traducteur, qui a traduit tous ses romans, etc., a traduit une série de textes, dont le 4e scène, et c'est sorti chez l'Harmattan. Je l'ai acheté, je ne l'ai pas lu encore, mais, parce que je les ai en anglais, mais ce sont des textes qui peuvent vous intéresser. C'est quelqu'un, Soyinka, moi j'ai beaucoup... Il m'a fait faire le détour par ma propre culture, et quand vous avez parlé, par exemple... ce matin des Grecs, Soyinka a écrit une pièce qui s'appelle Les Bacchantes d'Euripide, et il dit que Ogun est le grand frère, puis c'est le dieu du vin, parce qu'il avait trop bu, mais il est devenu le dieu du vin. Ogun est le grand frère de Dionysos. Et à la fin de la pièce, lorsque... Penthé à la tête coupée, Tirésias arrive, tout aveugle qu'il est, et on dit « Ah, quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur !» Il met la main sous la tête de Penthé, et il dit « Blood, c'est du sang ?» Il goûte et il dit « Non, c'est du vin. » Et Soyinka dit « Cette pièce est un rite de communion, sachant qu'aucune révolution ne se fera sans heurts ni sans douleur, et cette pièce inclut, à l'époque de l'apartheid, le cœur des esclaves qui essayent de se révolter contre l'apartheid, mais tout ceci est transposé en Grèce antique. Et non mais Soyinka a tout lu, c'est terrible quand on fait une thèse sur lui, on est obligé de se cultiver incroyablement pour arriver à suivre. Merci beaucoup. Merci.